T'as sûrement déjà entendu parler du fameux mode survie. Peut-être même du mode fuite, du mode lutte, du mode de figement. Mais ce dont, à mon avis, t'as encore jamais entendu parler, c'est des 4 phases par lesquelles tu passes quand t'essayes de sortir du mode survie. La plupart restent coincés dans la phase 3 pendant des années sans même le savoir. Ça a été mon cas pendant plus de 2 ans et demi. Alors aujourd'hui, non seulement tu vas pouvoir identifier dans quelle phase tu te situes, mais surtout quels sont les prochains pas, quelle est la prochaine phase qui t'attend pour pouvoir avancer, sortir du mode survie et réguler ton système nerveux. Pour chaque phase, je vais d'abord t'expliquer en quoi elle consiste, ensuite quels sont les comportements, les ressentis associés à cette phase-là pour que tu puisses un peu identifier si ça te correspond ou pas. Et puis ensuite, je te donnerai quelques questions qui vont te permettre de clôturer un peu cette phase et avancer vers la suivante. La plupart restent coincés dans la phase 3 parce que c'est une phase qui est particulièrement piège, donc reste bien jusque-là pour voir si peut-être c'est la phase par laquelle tu es en train de passer en ce moment et qu'est-ce qui t'attend juste après. Parce que malheureusement, ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui perdent espoir, qui ont l'impression qu'elles sont condamnées à vivre avec leurs symptômes sans voir que peut-être elles sont très proches de la phase 4. Avant de commencer, je tiens à noter que ces phases sont issues de mes propres observations sur mes clientes et sur mon propre parcours, sur toute la littérature que j'ai lue sur le traumatisme. Ce ne sont pas des phases qui sont documentées et qui sont connues dans le monde de la psychologie et du trauma. C'est vraiment mes observations. Et peut-être que ça existe sous une autre terminologie, mais en tout cas, celle-ci, elle sort tout droit de mes observations. Donc évidemment, t'es une adulte, prends ce qui te parle, laisse ce qui te parle pas, et sans plus attendre, on va plonger dans la phase 1. La phase 1, c'est celle que j'appelle la douche froide. C'est quand tu réalises qu'en fait t'es en mode survie, que le mode survie existe même, et que ce que tu vis n'est pas normal. C'est une grosse claque. T'es complètement déboussolé. Tu sais pas vraiment ce que t'es censé faire de cette information ou pas, tu sais juste que tu dois faire quelque chose. Mais c'est un peu comme si vraiment tu te recevais un coup de massue, t'es là, et t'es en mode « Ah ok ». Donc pendant tout ce temps, j'étais en mode survie. Pendant cette première phase de douche froide, tu vas avoir tendance à comparer un peu ta vie et tes ressentis à celle des autres, à te demander est-ce que c'est normal ce que je vis? Est-ce que les autres vivent aussi ça? Tu vas avoir des pensées comme attends, c'est pas juste moi qui vis ça? Ou alors au contraire, avoir comme un petit choc de attends, mais y a pas tout le monde qui a ces ressentis-là, y a pas tout le monde qui a ces vécus-là. Si par exemple, t'as normalisé le fait d'être en mode survie, de réagir d'une certaine manière, etc. Et les ressentis qui vont avec ça, c'est comme une sorte de vertige où c'est comme si tout le sol sur lequel t'étais assis debout jusqu'à maintenant s'effondrait un petit peu ou commençait à craqueler. C'est-à-dire les fondations que tu pensais solides, réelles, sûres, tu te rends compte que ce sont pas des fonctionnements qui sont sains, qui sont normaux. Et en fait, il y a une sorte de mélange entre du soulagement de ah mais en fait, c'est normal que je me sente pas bien comme je suis là maintenant, c'est pas ma faute, c'est normal. Et en même temps, peut-être de la tristesse ou même de la colère face peut-être aux personnes qui t'ont poussé à être dans ce mode survie. Et peut-être même vraiment ce sentiment de perte de repère où en fait, tu sais qu'il y a quelque chose qui joue pas, mais tu sais pas encore comment avancer, quoi faire, vers qui te tourner, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Quelques questions peut-être pour avancer si t'es dans cette phase numéro 1 de la douche froide, c'est peut-être de te demander qu'est-ce que tu croyais être normal avant, qui en fait ne l'est pas, et qu'est-ce qui attise ta curiosité. Qu'est-ce que tu aurais envie de comprendre plus en détail? Qu'est-ce qui te donne en fait ce sentiment de ah mais c'est intéressant, attends, mais comment ça se fait, comment ça fonctionne, etc. Et dans un deuxième temps, te poser la question de où est-ce que je peux trouver des personnes peut-être qui vivent la même chose que moi, qui ont aussi réalisé qu'ils étaient peut-être dans le mode de survie. Est-ce que je peux me tourner vers des personnes qui s'y connaissent mieux sur ce sujet? Mais vraiment le point central ici, c'est déjà d'observer autour de toi, est-ce qu'il y a des personnes qui vivent la même chose avec qui tu peux en parler, justement avec qui tu peux entamer ce chemin. C'est comme si tu commençais un pèlerinage ou une longue randonnée, et au lieu de le faire toute seule, avec ton sac à dos hyper lourd, tu prends une copine avec toi, tu prends quelqu'un avec toi, ou alors un guide. Et de chercher autour de toi, est-ce que tu peux trouver quelqu'un, ou plusieurs personnes, ou un groupe, encore mieux, qui puisse t'entourer un petit peu dans ce chemin, parce que c'est pas simple, il y a plein de moments, et peut-être que ça commence déjà maintenant, où tu vas avoir l'impression de ne pas avancer, de stagner, ou au contraire d'avancer tellement vite que tu te reconnais à peine, que tu sais plus vraiment qui tu es en fait. Bref, c'est important d'avoir du soutien autour de toi, et de pouvoir parler de ce que tu vis. Et surtout, au-delà de simplement parler, parce que parler c'est une chose, mais te sentir compris ou comprise, et non pas seul, isolé, avec justement tout ce poids à porter seul. Ce qui nous amène à la phase 2, qui est la phase que j'appelle le doctorat. C'est là où tu as une soif de comprendre, une curiosité immense,
et beaucoup d'espoir. T'as une sorte d'adrénaline en fait de tout vouloir comprendre, tout apprendre, tout analyser. Et tu te dis vraiment que si t'arrives à tout comprendre dans les moindres détails, alors c'est ça qui te permettra de sortir du mode survie. Dans cette phase, tu passes des heures et des heures à éplucher des livres, à écouter des podcasts, à lire peut-être des articles, des recherches. Tu veux vraiment poncer le sujet. T'as peut-être des pages et des pages de notes, soit sur un cahier, soit dans ton application notes. Et les pensées qui viennent avec ça, c'est un petit peu, je dois trouver la réponse. Je dois trouver l'explication à ce comportement, ce phénomène, ce schéma que je répète ou peut-être que j'ai vécu. Et la croyance un petit peu sous-jacente à ça, qui est de, si je comprends tout, je vais pouvoir sortir du mode survie. Les ressentis que tu peux avoir dans cette phase de doctorat, c'est une sensation d'euphorie, mais aussi un peu d'urgence, parce que tu as tendance à beaucoup te mettre la pression, à presque te mettre une deadline un peu, à te dire, ah là, dans 6 mois, je vais avoir guéri tous mes traumas, je vais avoir travaillé sur toutes mes blessures, je veux être 100% guéri, etc. Et donc, il y a un petit peu une sensation aussi de courir après le temps, parce que justement, tu te mets la pression et t'as fait de la guérison, le fait de réguler ton système nerveux, un peu un objectif, avec une deadline précise. Dans cette phase, vraiment, tu te donnes à fond. Et donc, il y a un sentiment quand même assez agréable qui vient avec ça. Aussi parce qu'en fait, vu que t'apprends des choses et tu commences, c'est comme si tu faisais un puzzle et tu commences à voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'en es arrivé là, comment ça fonctionne, et mine de rien, c'est passionnant. Et donc les questions à se poser dans cette phase de doctorat pour gentiment avancer vers la suivante, c'est qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as compris, qui a réellement changé quelque chose dans ton quotidien, dans ta façon de fonctionner, de penser, etc. Autre question, quelle deadline tu t'es fixé pour, entre guillemets, guérir, d'où est-ce qu'elle vient, et qu'est-ce qui se passerait si tu l'atteins pas. Et dernière question, qu'est-ce que tu cherches finalement derrière le fait de tout vouloir comprendre? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif et qu'est-ce que ça te prend ou quel côté un peu plus négatif, entre guillemets, tu peux observer en ce moment? Et dernière question qui m'est venue juste maintenant, dans quel autre domaine de ta vie t'as envie d'approfondir un sujet, d'aller plus en profondeur dans une thématique? Un sujet aussi qui justement attise ta curiosité, qui te passionne, dans lequel tu peux t'investir. Tu verras ensuite pourquoi est-ce que c'est pertinent. Troisième phase maintenant, et attention parce que c'est celle dans laquelle beaucoup de personnes restent coincées. Personnellement, j'y suis restée coincée pendant 2 ans et demi. Et récemment, j'ai fait une vidéo courte où j'expliquais ces différentes phases. Et dans les commentaires, vous avez été des dizaines et des dizaines à me dire que vous étiez coincés dans la phase 3. Donc écoute-moi bien pour celle-là. La phase 3, c'est celle que j'appelle la prison. Et c'est celle que j'espère être la plus courte possible pour toi. C'est la phase dans laquelle tu commences à perdre espoir parce que tu as l'impression d'avoir tout compris, d'avoir tout analysé, d'avoir tout appris, ou du moins beaucoup appris. Et pourtant, tu réalises que dans ta vie, dans tes relations, concrètement, rien ne change. T'as fait de la thérapie à ce stade probablement, t'as lu les livres, t'as écouté les podcasts, et pourtant, tu réagis toujours de la même manière. Il y a toujours les mêmes choses qui te triggerent, qui t'activent. Tu répètes encore les mêmes schémas dans tes relations. Alors t'en viens à te dire que peut-être que t'es l'exception à la règle finalement. T'as l'impression en fait de rechuter quelque part. Parce que l'adrénaline du début, de cette passion, de cette envie de tout comprendre, elle est retombée. Et maintenant, t'es un petit peu en train d'essayer de traîner ce poids. Tu te mets toujours la pression. Et pour autant, tu vois pas les résultats que t'escomptais au début. Ici, tu as peut-être une tendance à commencer à t'isoler un peu, à comme lâcher petit à petit cette envie de comprendre et vraiment cet espoir que tu avais de pouvoir avancer rapidement, être 100% guéri au bout de 6 mois ou je ne sais quoi. Et tu as vraiment ces pensées du style j'ai tout essayé, je suis peut-être pas faite pour guérir, je suis l'exception à la règle, ou bien à quoi bon? Et vraiment des ressentis de l'ordre de l'épuisement, de la honte peut-être aussi, parce que tu te dis mais si j'ai tout compris, pourquoi est-ce que j'arrive pas à changer? De désespoir, de colère, mais cette fois tournée envers toi-même, en te disant mais c'est quoi mon problème en fait à un moment donné? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à juste changer ce truc? T'es à 2 doigts d'abandonner parce que tu commences à te dire que tu vas devoir vivre avec tes symptômes et avec ce mode survie toute ta vie. Parce que malgré tous les efforts que t'as fait jusqu'à présent pour essayer de comprendre ce qui se passait, d'analyser, tu vois que ça porte pas ses fruits. Et cette phase, elle est vraiment piège. Parce que c'est là où certains vont comme jeter l'éponge et se dire bah alors je suis condamnée à vivre comme ça. Ça les réentraîne en fait encore plus dans un mode de survie, peut-être un petit peu de figement justement, peut-être même avec des symptômes légèrement dépressifs. Et c'est très frustrant parce que on se rend compte à ce moment-là que notre approche n'était pas la bonne ou n'était pas complète en tout cas. Et souvent c'est aussi très difficile parce que parfois les professionnels de la santé qu'on va aller voir, et j'ai eu beaucoup de retours, ça a été mon expérience et j'ai eu aussi beaucoup de retours de clients
qui m'ont rapporté ça, qu'en fait, dans cette période, quand ils sont dans cette phase 3 justement de prison, ils vont peut-être aller voir un psy ou alors ils consultent déjà un psy. En fait, avec le psy, ils analysent encore plus, ils essayent encore plus de comprendre, de décortiquer les choses. Et en fait, ça les fait juste s'enfoncer encore plus dans cette phase de doctorat/prison, sans que pourtant rien ne change. Et du coup, ça alimente en fait ce cycle de j'ai beau tout pouvoir expliquer, j'ai beau pouvoir analyser ce qu'il se passe, ce que je ressens, peut-être pouvoir même nommer très bien mes émotions. En fait, concrètement, il n'y a rien qui change. Et je sais pas quoi faire d'autre. C'est particulièrement le cas aussi pour les personnes qui ont tendance à beaucoup penser, à avoir un flux énorme de pensées, un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure et qui s'arrête jamais. Parce que ces personnes ont tendance déjà à beaucoup réfléchir. Et donc le fait de encore plus réfléchir et peut-être accompagné d'un professionnel de la santé aggrave en fait la situation au lieu de l'améliorer. Et c'est pas la faute des professionnels de la santé, parce que c'est difficile à, je pense, identifier ça, parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit beaucoup reconnu. Et donc bien sûr, chacun essaye de faire du mieux qu'il peut. Mais pour autant, cette approche justement un peu top-down, qui consiste à d'abord comprendre les choses, analyser ses pensées, etc., pour pouvoir ensuite changer ses comportements, dans certains cas ne fonctionne pas. Et on verra ensuite ce que tu peux faire évidemment pour pouvoir avancer vers la prochaine phase et rester le moins longtemps bloqué dans cette phase 3, parce que c'est vraiment, vraiment désagréable. Et surtout, plus tu restes longtemps, plus tu as tendance à te dire que tu as vraiment un problème, que ça va jamais changer, que tu es condamné quelque part. Les questions que tu peux te poser dans cette phase, c'est qu'est-ce que ton corps te dit que t'ignores depuis le début ou que t'as pas vraiment observé jusqu'à présent? Qu'est-ce que ton corps vraiment essaye de te transmettre? Quels symptômes physiques tu peux observer? Ou même quand t'es activé, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ou même quand simplement tu réfléchis, quand tu te sens bien, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Commencez juste un petit peu à observer finalement tes sensations, ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, plutôt que simplement réfléchir à ce que tu ressens. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu de sortir du fait d'intellectualiser tes émotions au fait de vraiment les ressentir. Et c'est pas simple du tout. C'est vraiment pas simple. Donc si tu n'y arrives pas du premier coup, ne te blâme pas. C'est normal de pas y arriver. C'est très difficile comme exercice. Surtout quand on a pris l'habitude d'intellectualiser ses émotions, ses ressentis, parce que c'est plus facile, c'est plus agréable, on met une certaine distance, on a l'impression d'avoir le contrôle parce qu'on arrive à vraiment comprendre, disséquer en fait ce qui se passe, et c'est un petit peu satisfaisant aussi quelque part. Donc commencer vraiment à observer ce qui se passe dans ton corps, ça va être ce qui va changer vraiment la donne. Et la deuxième chose qui va changer la donne, c'est est-ce que tu peux trouver autour de toi un psy, un praticien qui travaille avec le corps, avec le système nerveux, et non pas seulement avec une approche top-down justement, qui va encore plus analyser ce que tu vis, parce que c'est pas ça qui va t'aider. C'est vraiment, vraiment important de comprendre à un moment donné, c'est pour ça que ça fait partie des phases pour sortir du mode survie, mais ça suffit pas. C'est une partie seulement de la solution, pas la solution complète. Où est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui puisse t'accompagner et qui puisse prendre en considération la dimension vraiment corporelle, psychocorporelle de ce qui se passe. Faire le lien finalement entre bien sûr ce que tu penses, mais aussi ce que tu ressens et ce que ton corps exprime. Pour ma part, à ce moment-là, j'étais tellement désespérée, j'ai testé plus de 15 types de thérapies différentes. La thérapie qui a le mieux fonctionné pour moi, la méthode et l'approche qui a le mieux fonctionné pour moi, ça a été la somatic experiencing. C'est une approche qui se base sur la physiologie du trauma pour pouvoir libérer justement le traumatisme par le corps, en travaillant avec le système nerveux, en libérant en fait l'énergie traumatique qui est restée coincée dans le système nerveux après un choc, après un trauma, après un danger en fait que t'as pu vivre. Et ça peut être un gros danger ou ça peut être des petits dangers à répétition pendant longtemps. On parle de trauma développemental ou de négligence. Et vraiment pour moi, c'est l'approche qui a tout changé. C'est de réaliser que mon corps avait aussi quelque chose à dire en fait dans cette histoire, et que même si je comprenais tout, c'était normal en fait que rien ne change. C'était normal, c'est juste parce que je travaillais sur une partie du problème et de la solution et je négligeais l'autre, qui était mon corps. À présent, je me forme justement à cette approche, donc je réalise encore plus en profondeur en quoi c'est tellement pertinent, tellement intéressant en fait dans ce genre de cas. Donc si jamais ça t'intéresse, regarde autour de toi. Si t'as des praticiens en SE, en Somatic Experiencing, peut-être que je te mettrai la liste dessous. Si tu veux tester une séance avec moi, évidemment tu peux, tu trouveras aussi le lien dans la description. Mais l'idée c'est vraiment de te demander, tiens, quelle approche je peux tester qui prenne en compte mon corps. C'est pas forcément la somatic experiencing qui va peut-être changer la donne pour toi. Peut-être que oui, en réalité ça l'a été pour beaucoup de gens, mais peut-être que simplement de reprendre contact avec tes sensations en allant chez l'ostéopathe. C'est peut-être en combinant plusieurs types de thérapies. Quand on a des traumas vraiment complexes, souvent un type de thérapie ne suffira pas. On a besoin de combiner différentes thérapies, différentes approches
pour pouvoir justement vraiment avoir un soutien complet. Petit à petit, simplement t'ouvrir à cette autre approche en commençant à prendre en compte ton corps. Et c'est ça la clé pour sortir de la prison. La clé, elle est dans ta poche déjà. Il faut simplement que tu la prennes. Et bien sûr, pas simple, peut-être le cadenas il est difficile à ouvrir. Peut-être que ça va te demander de tester plusieurs clés, parce que peut-être tu as une dizaine de clés dans ta poche. Il faut tester chaque clé, voir si elle te convient. Et petit à petit, sentir le clic qui te permet de justement ouvrir ce cadenas, sortir de la prison. Et ce clic, tu vas le sentir. Peut-être d'ailleurs, je le dis, peut-être que ça va pas être une approche qui va te faire le clic, ça va être la résonance avec un thérapeute, avec la personne qui va t'accompagner, parce que ça, c'est un élément aussi tellement important. Si tu te sens pas en sécurité, en confiance avec la personne qui t'accompagne, peu importe la méthode, ça fonctionnera pas. On a besoin de ce lien vraiment pour que notre système nerveux puisse s'appuyer en fait sur la corrégulation avec cette autre personne, t'amener aussi des nouvelles expériences de sécurité. Donc non seulement chercher une approche peut-être différente de ce que tu as testé jusqu'à présent, mais aussi chercher quelqu'un avec qui tu te sentes vraiment bien, avec qui tu sentes la connexion, la résonance. C'est vraiment important. Troisième chose justement que tu peux faire dans cette phase-là pour pouvoir avancer, c'est vraiment être attentive à pas t'isoler. C'est-à-dire passer du temps avec tes amis, avec des personnes avec qui tu te sens bien, en calme, en sécurité. Et passer du temps, ça veut pas forcément dire aller faire un truc de ouf à chaque fois, une activité incroyable. Ça peut juste être faire les trajets ensemble, manger ensemble à midi, lire côte à côte, étudier, travailler côte à côte, mais juste vraiment être attentive au fait de pas t'isoler. C'est extrêmement important. Et en fait, quatrième chose à laquelle je viens de penser et qui peut vraiment faire la différence dans cette phase 3 de la prison, c'est de te reconnecter à une activité qui demande d'être en mouvement et qui t'apporte du fun. Ça peut être une activité que tu faisais quand tu étais enfant, mais que maintenant tu peux faire sans avoir la pression, etc. Un sport ou du yoga, juste aller marcher avec des amis, aller te baigner dans un point d'eau. Juste quelque chose qui mette ton corps en mouvement et qui t'apporte du fun. Ça veut dire, tu vas pas commencer à faire une compétition, à vouloir être championne de France, parce que ça va juste te mettre encore plus de pression et t'amener encore plus profondément dans le mode survie. Après, bien sûr, c'est ton job. Bon, d'accord. Mais l'idée ici, c'est plutôt de te reconnecter avec une activité qui te permet de bouger et de tout aussi de te reconnecter de cette manière-là à ton corps, mais en ayant du fun. Ça veut dire que ce soit une activité légère, cool, tu te mettes pas la pression. Ce qui nous amène à la phase 4, qui est la renaissance. C'est justement là où tu découvres une approche qui prend en considération ton corps, ton système nerveux. Tu travailles avec ces derniers plutôt que contre eux. Tu réalises en fait que tu peux pas guérir seul sur ton canapé, que tu as besoin de quelqu'un à tes côtés et que c'est normal en réalité. Ça fait partie du processus. On a besoin de l'autre. Encore plus quand il s'agit de guérir et de traverser peut-être des traumas ou des blessures ultra profondes. On a besoin des autres, c'est normal. Je sais que c'est pas facile à entendre quand on est hyper indépendante, peut-être comme toi, mais c'est normal. C'est peut-être ça qui va changer la donne pour toi en ce moment. T'arrêtes de te mettre la pression dans cette phase de renaissance, tu ralentis énormément, tu fais les choses plus lentement, tu te donnes le temps, tu t'autorises à ressentir ce que tu ressens et non plus seulement à intellectualiser ce que tu ressens, nuance. Tu te concentres sur toutes les activités qui t'apportent un sentiment de sécurité, de joie, d'émerveillement. Tu recommences à jouer, à faire des trucs pour le fun, à avoir du plaisir, à te sentir entière, vivante. Tu fais des pauses sans culpabiliser ou en culpabilisant moins. Et en fait, dans cette phase, t'as beaucoup moins de pensées. Tes pensées, elles diminuent, t'es davantage dans ton corps. C'est comme si t'étais plus ici. En fait, t'as l'impression d'être plus présente, d'être plus là, d'être comme plus incarnée en fait, quelque part. Et t'as vraiment l'impression, en fait, ce sentiment d'être entière, d'être vivante. C'est vraiment ça qui est très important. Parce que, note, réguler son système nerveux et avoir un système nerveux régulé, ça veut pas du tout dire être calme, zen, 24 heures sur 24. Ça veut plutôt dire te sentir vivant, te sentir joyeuse, jouer, rigoler, pouvoir parfois être activé, et puis ensuite revenir justement à cet état idéal. Et donc les ressentis qui vont vraiment avec ça, c'est un sentiment de sécurité de fond qui devient de plus en plus solide, la joie, de l'émerveillement. Tu retrouves comme ce sentiment un peu enfantin de c'est trop beau, c'est incroyable. Vraiment ce sentiment d'être vivant, de la vitalité. Et je pourrais rajouter, peut-être c'est dans la phase 4 ou peut-être même une phase 5 plutôt, où en fait tu réalises que les pires choses qui te sont arrivées, en réalité tu les as transformées en force, en énergie, en quelque chose qui te pousse vers l'avant. Et presque t'as quelque part, ça c'est plutôt dans une 5e phase, j'ai pas encore trouvé de nom pour cette 5e phase, si t'as des suggestions, tu peux me les mettre évidemment en commentaire, où en fait tu te rends compte que c'est tellement incroyable, que c'est tellement génial, que tu te sens tellement bien, en paix, vivante, que tu as envie de le crier sur tous les toits, que tu as envie que tout le monde sache
que tu as envie que le plus de gens possible puissent y avoir accès, puissent eux aussi expérimenter ça. Parce que tu réalises que la vie s'arrête pas après le trauma. Le trauma n'est pas une condamnation à vie. En réalité, peut même être le plus beau cadeau qui soit quand on peut le transformer, évidemment, on est d'accord, pas au début. Et donc, tu as envie de le partager d'une manière ou d'une autre. Ça veut pas forcément dire que tu veux partager et aider spécifiquement les gens à traverser leur trauma ou je ne sais quoi. Ça veut simplement dire peut-être tu as envie de partager ta joie de vivre, de proposer et d'être justement un peu ce rayon de soleil pour les gens autour de toi. Bref, ça c'est une 5e phase, j'ai pas trouvé de nom encore. Pour moi, c'est un petit peu cette transformation finale vers laquelle je veux que mes clientes puissent tendre, c'est de faire de ce qui était un poids jusqu'à maintenant, un truc lourd à porter, une force, un avantage, quelque chose qui les pousse vers l'avant. Peut-être les questions à te poser avec cette phase de renaissance, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de faire aujourd'hui juste pour le plaisir, juste pour le fun? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante? Comment tu peux célébrer toutes les petites victoires et les grosses victoires? Parce que si t'es arrivé là, il y a de quoi célébrer, plutôt que justement de viser la perfection, le fait d'être constamment calme, parce que en fait, être constamment calme, au mieux, ça veut dire que t'es figé. Quelqu'un qui est régulé, qui a fait un travail sur son système nerveux, il est pas tout le temps calme. Je suis pas tout le temps calme, loin de là. L'idée, c'est plutôt de pouvoir justement être parfois activé et ensuite revenir. Pour finir, si tu m'écoutes et que t'es dans cette phase 4, qu'est-ce que tu dirais à la version de toi qui était encore dans la phase prison, si t'as vécu cette phase-là? Et je serais curieuse que tu me la mettes en commentaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette phase de prison et en fait qui perdent espoir et qui auraient besoin peut-être d'un message dans ce sens-là. Donc je serais curieuse de savoir si t'es dans cette phase 4, dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu dirais à la version de toi qui était dans la phase prison. Qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant en ayant dépassé ça. Donc voilà les 4 phases quand tu sors du mode survie. À noter maintenant qu'il y a une grosse nuance que je veux faire ici, c'est que ces phases, elles sont pas linéaires, c'est-à-dire que tu peux passer de la phase 1, 2, 3 à de nouveau la phase 2, à ensuite de nouveau la phase 3 à la phase 4 en revenant à la phase 3. Il n'y a pas de timeline parfaite, il n'y a pas de cheminement parfait. C'est très rarement linéaire, ça veut dire que peut-être il y a des phases qui vont aller très vite, d'autres très longues, ensuite tu vas revenir en arrière, ensuite tu vas faire un saut, c'est totalement normal. On est tous différents, on a tous des vécus différents, donc il n'y a pas lieu de se comparer à ce niveau-là. Pour moi, l'idée, c'est plutôt de donner comme un modèle, de manière aussi à comprendre que peut-être t'es coincé dans la phase 3 maintenant, mais t'es pas seul. Beaucoup d'autres personnes sont passées par là, et beaucoup d'autres personnes en sont sorties. Et peut-être qu'en lisant les commentaires, tu verras qu'effectivement, t'es pas seul. Donc, je serais curieuse de savoir maintenant, en commentaire, dis-moi dans quelle phase tu te situes. Est-ce que tu te situes dans la phase 1 de la douche froide, dans la phase 2 du doctorat, dans la phase 3 de la prison, ou dans la phase 4 de la renaissance, ou même dans la phase 5 qui n'a pas encore de nom. Peut-être la phase 5, on pourrait l'appeler le paradis, non, je sais pas. J'ai pas encore d'idée vraiment maintenant qui fasse sens. Mais dans quelle phase est-ce que tu es, et qu'est-ce que tu envisages de faire justement pour avancer vers la suivante? Si cette vidéo t'a plu, si tu t'es reconnu, si ça t'a parlé, je te serais reconnaissante de mettre un petit like et de t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Si t'as des questions ou s'il y a quoi que ce soit qui te vient en tête en ce moment, mets-moi aussi ça en commentaire. Et si, comme je l'ai mentionné dans la vidéo, t'as tendance à trop penser et avoir énormément de pensées au point parfois de peut-être plus pouvoir dormir, j'ai fait une série de 2 vidéos à ce sujet, tu les trouveras juste après. Je te conseille vraiment d'aller les voir, je t'explique d'où vient ce mécanisme en fait de trop penser et qu'est-ce que tu peux faire justement pour le ralentir. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.